Un événement inattendu en décembre 2025 a secoué l'Afrique de l'Ouest. La Guinée-Bissau a quitté la CEDEAO et s'est jointe à l'Alliance des États du Sahel. Ce geste audacieux a ouvert une nouvelle ère pour les nations du Sahel, leur offrant un accès direct à l'Atlantique, une porte stratégique longtemps fermée. Ibrahim Traoré, symbole du renouveau souverainiste, voit dans cette décision bien plus qu'un acte diplomatique, une brèche historique dans le mur des influences étrangères. Mais cette dynamique de rupture soulève une question cruciale. Jusqu'où cette souveraineté retrouvée pourra-t-elle aller sans provoquer une réaction des anciennes puissances coloniales ? En décembre 2025, la décision de la Guinée-Bissau de quitter la CEDEAO pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel a bouleversé l'ordre politique régional. Ce retrait, loin d'être une simple rupture diplomatique, marque le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest, une ère où la souveraineté et l'indépendance des nations sahéliennes deviennent des priorités absolues. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette nouvelle dynamique, incarne un mouvement qui vise à libérer les pays du Sahel de l'influence occidentale et de la dépendance vis-à-vis des prêts internationaux conditionnés. Cette initiative stratégique ouvre de nouvelles possibilités pour l'économie du Sahel, notamment un accès maritime crucial pour les pays enclavés comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais ce virage géopolitique n'est pas sans risque. Si cette rupture semble offrir des opportunités de développement autonome, elle expose aussi la région à des tensions diplomatiques avec les puissances occidentales. Le défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de naviguer entre cette quête de souveraineté et les réactions de l'ordre international établi. Le retrait inattendu de la Guinée-Bissau de la CEDEAO en décembre 2025 a provoqué un choc diplomatique à travers l'Afrique de l'Ouest. Ce geste audacieux ne s'est pas fait sans conséquences immédiates. La Guinée-Bissau a rejoint l'Alliance des États du Sahel, AES, aux côtés du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ouvrant ainsi un accès direct à l'Atlantique pour ces pays enclavés, une victoire stratégique majeure. Ibrahim Traoré, figure emblématique du mouvement, a salué cette initiative comme un signe de souveraineté retrouvée. Pour lui, cette décision va bien au-delà d'un simple changement géopolitique. Elle marque la fin de l'ingérence des puissances extérieures et un pas vers une Afrique plus autonome, maître de ses ressources et de son destin. Mais derrière ce changement spectaculaire se cache une problématique de taille, la dépendance des pays du Sahel vis-à-vis des circuits commerciaux traditionnels, contrôlés en grande partie par les puissances occidentales. Les États sahéliens ont longtemps été contraints d'accepter des accords économiques inéquitables, subissant les diktats des institutions financières internationales. Cette rupture symbolise un rejet de ces pratiques et une volonté d'aller vers un modèle économique plus autonome, sans avoir à se soumettre à des conditions étrangères. Le défi reste immense. Les pays du Sahel, bien qu'ayant désormais un accès direct à la mer, devront relever le défi de la construction d'infrastructures pour connecter leur économie aux marchés internationaux. Le modèle d'autosuffisance que prône Ibrahim Traoré repose sur l'intégration régionale et l'investissement local, mais il doit aussi surmonter la résistance des anciennes puissances coloniales qui voient dans cette rupture un risque pour leur influence. Dans ce contexte, la diplomatie sahélienne se trouve à un carrefour. La question n'est pas seulement de savoir si ces pays pourront préserver leur autonomie, mais de quels moyens ils réussiront à l'établir sans provoquer une réaction négative de la communauté internationale. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, est devenu une figure centrale de ce tournant historique pour l'Afrique de l'Ouest. Son leadership incarne l'aspiration à une autonomie totale, débarrassé des chaînes de la dépendance économique et politique imposées par les anciennes puissances coloniales. En 2023, il a introduit une vision radicale pour le Sahel. Un développement fondé sur l'autosuffisance où les populations locales seraient les moteurs du changement et non les créanciers étrangers. Cette approche, qui met l'accent sur les infrastructures locales et les ressources internes, a séduit non seulement les dirigeants sahéliens, mais également une large partie de la population. Les citoyens, souvent laissés pour compte dans les projets financés par des prêts internationaux, se sont reconnus dans ce modèle de développement où leur participation active et leur contribution directe
sont essentielles. Mais l'impact de cette vision dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Traoré a rapidement attiré l'attention de ses voisins, notamment du Mali, du Niger et, plus récemment, de la Guinée-Bissau. Ensemble, ces nations ont formé un front commun pour défendre une politique d'intégration régionale fondée sur la souveraineté et l'indépendance. L'une des premières actions concrètes de cette alliance a été l'initiative de construction d'infrastructures majeures, notamment des routes reliant les pays sahéliens à la mer, un projet visant à réduire la dépendance vis-à-vis des ports contrôlés par des puissances extérieures. Cependant, cette dynamique a aussi fait naître des tensions. Les anciens alliés de ces nations, principalement les institutions internationales et les anciennes puissances coloniales, ont vu dans cette montée en puissance de l'autonomie une menace à leur influence. Ibrahim Traoré et ses alliés se retrouvent ainsi dans une position délicate, devant jongler entre la consolidation de cette alliance fragile et la gestion des pressions extérieures qui ne cessent de croître. L'événement qui a précipité ce bouleversement géopolitique a eu lieu en décembre 2025, lorsque la Guinée-Bissau a pris la décision inattendue de quitter la CEDEAO et de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Ce geste audacieux a immédiatement provoqué une onde de choc dans les chancelleries du monde entier, principalement en Europe et en Amérique du Nord, qui voyaient cette décision comme une rupture avec l'ordre régional établi. La Guinée-Bissau, un petit pays côtier, a ainsi rompu avec l'un des plus anciens blocs régionaux d'Afrique de l'Ouest pour se joindre à une alliance stratégique avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois pays sahéliens dont la position géopolitique était déjà en pleine évolution. L'impact de ce retrait fut immédiat. Dès l'annonce officielle, les gouvernements des pays de la CEDEAO ont réagi avec incrédulité et des réunions d'urgence ont été convoquées pour discuter de la situation. Les diplomates occidentaux ont rapidement exprimé leurs préoccupations, redoutant une fragmentation de la région qui affaiblirait leur influence économique et politique. Cependant, pour Ibrahim Traoré et ses alliés sahéliens, cette décision représentait bien plus qu'un simple acte diplomatique. Elle marquait un tournant vers un Sahel autonome, libéré de la tutelle des anciennes puissances coloniales et des institutions internationales. En arrière-plan, la construction d'un projet commun s'est accélérée. Un des objectifs majeurs de cette alliance était d'assurer un accès direct à la mer pour les pays enclavés du Sahel. Les premières étapes ont vu la mise en place de routes reliant les États sahéliens au port de Bissau, un chantier colossal qui a mobilisé des ressources et des efforts à l'échelle régionale. Les experts en infrastructure ont rapidement été mobilisés pour coordonner les travaux, avec l'idée de créer un corridor commercial reliant le désert au littoral, renforçant ainsi l'autosuffisance du Sahel. Parallèlement, des efforts diplomatiques ont été déployés pour convaincre d'autres nations africaines de rejoindre cette dynamique souverainiste. Des rencontres secrètes ont eu lieu entre les dirigeants de l'AES et d'autres pays africains, notamment des États côtiers, pour les sensibiliser à l'importance de cette alliance stratégique. Les résultats ont été mitigés. Si certains ont montré un intérêt certain, d'autres ont hésité à suivre cet exemple, craignant les pressions économiques et diplomatiques que pourrait engendrer une rupture avec les structures régionales traditionnelles. Le défi de cette alliance résidait dans l'équilibre à maintenir entre développement régional et souveraineté. Les nations du Sahel, tout en cherchant à renforcer leurs liens économiques, ont dû faire face à des obstacles internes et externes. La question de la sécurité est restée un enjeu majeur, notamment face aux groupes armés opérant dans la région qui avaient tendance à profiter de l'instabilité politique pour renforcer leur influence. Cependant, les gouvernements sahéliens ont mis en place des stratégies communes pour contrer cette menace, y compris une coopération militaire renforcée et la mise en place de forces régionales spécialisées. En dépit de ces défis, la rupture avec la CEDEAO et l'adhésion à l'AES ont constitué une victoire idéologique pour Ibrahim Traoré. Son discours, centré sur l'idée de souveraineté économique et de dignité nationale, a gagné du terrain au sein de la population, en particulier parmi les jeunes, qui voyaient en lui un modèle de leadership pragmatique et visionnaire. Son projet de développement sans dette, centré sur les ressources locales et l'autonomie,
a été largement salué dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, où les citoyens voyaient cette rupture comme un acte de libération, de même que la possibilité de bâtir un avenir indépendant et prospère. Cependant, le chemin reste semé d'embûches, la communauté internationale a continué de faire pression sur les États sahéliens, leur imposant des sanctions économiques et diplomatiques, tout en cherchant à les isoler sur la scène mondiale. Mais pour Ibrahim Traoré et ses alliés, cette période de turbulence n'était qu'une étape nécessaire vers une Afrique de l'Ouest plus autonome et plus forte, capable de prendre ses propres décisions sans se soumettre aux intérêts étrangers. L'un des aspects les plus marquants de la rupture de la Guinée-Bissau avec la CEDEAO est l'impact immédiat qu'elle a eu sur la dynamique économique et géopolitique de la région. La décision d'intégrer l'Alliance des États du Sahel, AES, a offert un accès direct à l'Atlantique pour les pays sahéliens, une première dans l'histoire récente de cette région enclavée. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, longtemps limités par leur absence de sortie maritime, ont désormais la possibilité de développer des routes commerciales reliant leurs économies à celles de l'Europe et des autres continents. Mais ce changement n'est pas qu'une question géopolitique. Il a également des répercussions concrètes sur le plan économique et sur le développement des infrastructures régionales. Un des indicateurs clés de cette transformation est l'ampleur des investissements dans les infrastructures. Selon les chiffres du ministère burkinabé des infrastructures, entre 2023 et 2025, plus de 5000 km de routes ont été construites sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ces routes, qui relient des zones autrefois isolées aux centres économiques, représentent près du double des investissements en infrastructures réalisés par la Banque mondiale au cours des 10 dernières années dans la région. Ces projets ont non seulement facilité l'intégration des pays sahéliens, mais ont aussi créé des emplois pour des milliers de travailleurs locaux. En Guinée-Bissau, le projet Bissau Bullet, lancé après l'adhésion à l'AES, prévoit la construction de 380 km de routes côtières et la réhabilitation de 12 ports de pêche pour connecter les zones rurales au marché atlantique. Ce projet est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, une somme qui dépasse de loin les investissements traditionnels dans la région, mais qui pourrait transformer la manière dont les pays du Sahel accèdent aux ressources mondiales. Une autre donnée significative est la diminution de la dépendance des pays du Sahel vis-à-vis des prêts internationaux. En 2024, les pays de l'AES ont réduit de moitié leurs importations alimentaires par rapport à la moyenne de la CEDEAO, une statistique qui témoigne du succès des politiques agricoles locales et de la volonté des gouvernements de s'émanciper des subventions alimentaires étrangères. Ibrahim Traoré, par son modèle économique, a permis aux pays sahéliens de développer une capacité de production locale qui réduit leur vulnérabilité face aux crises alimentaires mondiales. Cette approche, qui privilégie les investissements dans l'agriculture durable et la transformation locale des produits, est déjà visible dans le secteur des céréales et des légumes, où les rendements ont augmenté de 25% en moyenne au cours des 2 dernières années. Ce modèle, fondé sur la participation des citoyens et des communautés locales, permet de créer une économie circulaire où la richesse est générée et partagée au niveau local, ce qui diminue le besoin de dépendre des importations extérieures. Les données économiques montrent également que les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, ont connu une hausse des revenus tirés des ressources minières, avec une augmentation de 35% en 2 ans, sans avoir recours à des prêts extérieurs. Cette performance est due à l'optimisation des ressources naturelles locales et à l'établissement de contrats commerciaux directs avec des partenaires africains et asiatiques, réduisant ainsi l'influence des entreprises multinationales européennes et américaines. Les autorités sahéliennes ont également mis en place un fonds souverain interrégional destiné à stabiliser les monnaies locales et à financer des projets d'infrastructure, une initiative qui pourrait transformer le paysage économique de la région dans les années à venir. Cependant, malgré ces résultats impressionnants, les analystes restent prudents. La viabilité de ces projets à long terme dépendra largement de la capacité des États sahéliens à maintenir leur indépendance économique tout en résistant aux pressions internationales.
Les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et la sécurisation des infrastructures contre les menaces potentielles des groupes armés. Néanmoins, ces chiffres révèlent une nouvelle réalité économique pour le Sahel. Une région plus autonome, plus connectée et plus résiliente face aux crises mondiales. L'initiative de rupture avec la CEDEAO et l'intégration à l'Alliance des États du Sahel, soutenue par Ibrahim Traoré et ses alliés, a suscité des réactions partagées. D'un côté, les défenseurs de ce modèle voient dans cette rupture une opportunité unique pour les pays du Sahel de reprendre leur destin en main, loin des influences extérieures et des dépendances économiques. Cette vision prône l'autosuffisance, la souveraineté et une indépendance totale vis-à-vis des institutions financières internationales qui imposent souvent des conditions strictes et des prêts à taux élevés. En encourageant le financement local, les investissements dans les infrastructures et le développement des ressources internes, le Sahel pourrait ainsi s'émanciper des tutelles néocoloniales. L'approche d'Ibrahim Traoré est donc perçue comme un acte de dignité et un retour à la souveraineté régionale. Cependant, ce modèle a aussi ses détracteurs, qui soulignent plusieurs risques potentiels. Tout d'abord, la rupture avec la CEDEAO pourrait isoler davantage les pays du Sahel sur la scène internationale en limitant leurs relations commerciales avec d'autres pays africains qui restent fidèles à la CEDEAO. L'absence de coordination régionale pourrait également compliquer les efforts d'intégration économique et d'harmonisation des politiques commerciales. En outre, l'isolement économique pourrait avoir des conséquences néfastes sur les investissements étrangers, notamment dans les secteurs stratégiques tels que les infrastructures et les industries extractives. Les critiques soulignent également que le modèle de développement prôné par Ibrahim Traoré, bien qu'ambitieux, reste vulnérable aux pressions extérieures telles que les sanctions économiques ou les menaces diplomatiques. De plus, l'absence d'un cadre institutionnel solide pour encadrer cette transition pourrait entraîner une instabilité interne. Les groupes armés opérant dans la région, profitant de l'instabilité politique, risquent de saboter les efforts de reconstruction. Cette dynamique pourrait nuire à l'atteinte des objectifs de développement et de sécurisation des frontières. Les experts militaires et les diplomates étrangers avertissent également que l'intégration de ces pays dans un bloc aussi hétérogène pourrait mettre en péril la stabilité de l'ensemble de la région sahélienne. Néanmoins, les partisans du modèle sahélien soulignent que ces risques sont inhérents à toute transformation radicale. Le Sahel, en tant que région historiquement marquée par l'instabilité, doit se réinventer pour se libérer des cycles de dépendance. Pour Ibrahim Traoré, chaque avancée, chaque projet d'infrastructure construit, chaque route ouverte est un pas vers un avenir plus autonome, même si le chemin reste semé d'embûches. Si ce modèle réussit, il pourrait servir de modèle pour d'autres régions d'Afrique et au-delà. Le Sahel, autrefois isolé et enclavé, est désormais à l'aube d'une transformation géopolitique majeure. Grâce à l'alliance stratégique entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau, un corridor direct vers l'Atlantique est en train de se matérialiser. Ce n'est pas seulement un gain territorial, mais un véritable tournant économique. Ibrahim Traoré, figure de proue de cette évolution, voit dans cet accès à la mer bien plus qu'un atout logistique. C'est une chance de redéfinir les équilibres économiques régionaux et d'affirmer l'autonomie des nations sahéliennes face aux pressions extérieures. Mais l'impact de ce virage est encore plus profond. Les effets de cette rupture sont déjà visibles sur le terrain. En quelques mois, des milliers de kilomètres de routes ont été construites, des ports réhabilités et une nouvelle dynamique commerciale a émergé. Les pays du Sahel, autrefois dépendants des intermédiaires étrangers, commencent à commercer directement entre eux, réduisant ainsi leur vulnérabilité économique. Toutefois, cette transformation ne se fait pas sans résistance, et les enjeux géopolitiques liés à cette nouvelle alliance continueront de tester la cohésion interne du bloc sahélien. La rupture de la Guinée-Bissau avec la CEDEAO et son adhésion à l'Alliance des États du Sahel a eu des répercussions immédiates sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan géopolitique, cette décision a redéfini l'équilibre des puissances en Afrique de l'Ouest. L'accès à la mer pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso
a créé un levier stratégique qui pourrait bouleverser les routes commerciales traditionnelles. Pour ces pays sahéliens, cette ouverture maritime représente bien plus qu'une simple avancée logistique. Elle leur permet désormais de contrôler une partie de leur avenir économique en dehors de l'influence des anciennes puissances coloniales et des institutions internationales. Ce gain stratégique est considéré comme une victoire pour Ibrahim Traoré, qui voit dans cette alliance un modèle de développement indépendant où les ressources locales et la solidarité régionale deviennent les moteurs principaux de la croissance. Ensuite, sur le plan économique, les effets sont tout aussi significatifs. Les pays du Sahel, par l'intégration des infrastructures, ont commencé à réduire leur dépendance aux importations étrangères, notamment alimentaires. En 2024, les importations alimentaires dans ces pays ont diminué de 50%, un signe tangible de l'efficacité du modèle d'autosuffisance prôné par Ibrahim Traoré. Cette réduction est le résultat direct de l'augmentation de la production agricole locale, soutenue par des investissements dans les infrastructures rurales et la transformation locale des produits. Cette dynamique a permis non seulement d'améliorer les rendements agricoles, mais aussi de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes sahéliens. Les chiffres du ministère burkinabé des infrastructures montrent que plus de 5000 km de routes ont été construites entre 2023 et 2025, ce qui est près du double des investissements en infrastructures réalisés par la Banque mondiale dans la région au cours de la dernière décennie. Ces progrès ont permis d'augmenter le commerce intra-régional et de diminuer les coûts de transport, favorisant ainsi l'intégration économique des pays sahéliens. Cependant, malgré ces avancées, la région reste confrontée à des défis considérables. La sécurité demeure une question centrale. Les groupes armés opérant dans la région cherchent toujours à exploiter les failles de la stabilité pour semer le chaos. Cette insécurité pourrait compromettre les efforts de développement et de reconstruction. De plus, la coopération entre les membres de l'Alliance des États du Sahel, bien qu'encourageante, doit encore surmonter des défis internes, notamment les divergences politiques et économiques entre les pays partenaires. La gestion des ressources naturelles et la sécurisation des infrastructures restent des priorités absolues. Si ces défis sont surmontés, l'Alliance des États du Sahel pourrait devenir un modèle de développement autonome et intégré pour le reste de l'Afrique. Enfin, les répercussions diplomatiques sont également profondes. Les anciennes puissances coloniales, inquiètes de cette nouvelle dynamique, exercent des pressions diplomatiques et économiques sur les pays sahéliens. Cependant, pour Ibrahim Traoré et ses alliés, ces pressions ne sont qu'un prix à payer pour garantir la souveraineté de la région. La véritable question demeure, cette rupture avec la CEDEAO et l'intégration dans l'AES ouvrira-t-elle la voie à un modèle de développement autonome ou entraînera-t-elle de nouvelles tensions avec les puissances mondiales? Les mois à venir seront décisifs. Les 6 à 12 prochains mois s'annoncent cruciaux pour l'avenir de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la stabilité de la région sahélienne. 3 scénarios distincts pourraient se dessiner, chacun avec ses propres implications géopolitiques et économiques. On peut d'abord imaginer un premier scénario, considéré comme le plus probable, celui d'une consolidation progressive de l'AES. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les pays du Sahel pourraient renforcer leur coopération économique et sécuritaire, créant ainsi un corridor commercial efficace reliant le Sahel à l'Atlantique. Les routes et infrastructures déjà mises en place serviront de base pour une intégration économique plus profonde. Cette réussite ouvrirait la voie à une autonomie régionale croissante avec des projets d'investissement interrégionaux dans des secteurs comme l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Le Sahel pourrait, dans ce scénario, devenir un modèle pour d'autres régions d'Afrique, cherchant à se détacher des institutions financières mondiales et à privilégier des solutions de développement endogènes. On peut ensuite imaginer un second scénario avec un développement plus complexe, marqué par des tensions internes et externes. Bien que les pays de la ES parviennent à poursuivre leur intégration économique, des divergences politiques entre eux pourraient ralentir le processus. De plus, les pressions diplomatiques et économiques des anciennes puissances coloniales
combinée à une insécurité croissante due aux groupes armés, pourrait compromettre les efforts de construction d'infrastructures et d'autosuffisance. Ce scénario pourrait entraîner une instabilité régionale et une fragmentation partielle de l'Alliance, bien que les pays sahéliens restent résolus à poursuivre leur projet d'indépendance. Dans ce contexte, la stabilité de l'AES serait maintenue, mais sous une forme moins intégrée et plus fragile. Enfin, on peut imaginer un troisième scénario, plus pessimiste, une détérioration rapide des conditions économiques et sécuritaires, entraînant un effondrement partiel de l'AES. Si les tensions internes entre les membres de l'Alliance ou les pressions extérieures s'intensifient, cela pourrait conduire à une désintégration du bloc sahélien. L'incapacité à sécuriser les infrastructures critiques et à maintenir la cohésion interne pourrait ouvrir la voie à un retour de l'influence des puissances extérieures dans la région. Les pays sahéliens pourraient être contraints de faire des compromis politiques et économiques, renonçant à certaines de leurs aspirations souveraines au profit d'un retour à des accords plus classiques avec les institutions internationales. Dans l'ensemble, bien que la première option semble la plus optimiste, chaque scénario présente des défis majeurs pour Ibrahim Traoré et ses alliés. Leur capacité à maintenir la cohésion interne, à résister aux pressions extérieures et à sécuriser le développement économique et politique de la région sera déterminante pour l'avenir de l'AES. La situation actuelle du Sahel, en particulier la décision audacieuse de la Guinée-Bissau de quitter la CEDEAO pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel, ne cesse de susciter des débats. Au-delà des enjeux géopolitiques et économiques, cette transformation pose une question fondamentale pour les populations locales. Quelle est la place de l'individu dans ce processus de changement profond ? Pour les jeunes des rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, cette évolution incarne bien plus qu'une simple alliance entre nations. Elle symbolise un changement de mentalité, un retour à une Afrique capable de se réinventer, loin des tutelles extérieures. Les premiers signes de ce mouvement sont déjà visibles dans la vie quotidienne des citoyens sahéliens. Là où autrefois les espoirs de prospérité étaient constamment liés à l'aide internationale, une nouvelle dynamique émerge. Les chantiers d'infrastructures, les routes récemment ouvertes et les ports réhabilités offrent un sentiment tangible de progrès. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, c'est l'adhésion des populations locales à cette vision. Des jeunes travailleurs, des ingénieurs, des commerçants, tous se rassemblent autour de l'idée de bâtir un avenir ensemble. L'idée que chaque construction, chaque projet, chaque avancée est un pas vers la souveraineté. Cependant, cette dynamique a aussi son revers. Certains observateurs soulignent que cette rupture avec les structures existantes pourrait aussi laisser une partie de la population sans repère, notamment les plus vulnérables. Si le modèle de développement prôné par Ibrahim Traoré fait appel à l'autosuffisance et à la participation des citoyens, il reste à voir si tous les segments de la société pourront réellement en bénéficier. La question qui se pose désormais est comment garantir que cette transformation ne laisse personne de côté. Face aux défis auxquels le Sahel est confronté, un plan d'action clair est essentiel pour garantir la pérennité des progrès réalisés jusqu'à présent. Ibrahim Traoré, avec ses alliés au sein de l'Alliance des États du Sahel, a tracé une feuille de route ambitieuse pour assurer l'indépendance économique et sécuritaire de la région. Pour avancer, on peut suivre plusieurs étapes clés. Pour commencer, il y a l'harmonisation des politiques économiques et des infrastructures. Les pays membres de l'AES doivent continuer à investir dans des infrastructures parmi communes telles que les routes, les ports et les réseaux électriques. Il est crucial de renforcer l'intégration régionale afin de faciliter les échanges commerciaux entre les États sahéliens. La construction d'un réseau logistique intégré permettra de réduire les coûts de transport et d'améliorer l'accès au marché international. Ensuite, il y a la sécurisation des ressources locales. La région sahélienne doit intensifier ses efforts pour sécuriser ses ressources naturelles et agricoles. Les projets de développement agricole, basés sur les techniques locales et durables, devront être soutenus par des investissements dans l'agriculture et la transformation locale des produits. Cela permettra de garantir une autosuffisance alimentaire tout en réduisant la dépendance aux importations. Puis, il y a l'institutionnalisation de la coopération régionale.
la création d'un guichet unique pour la gestion des projets communs et la coordination des politiques économiques sera essentielle pour une gestion efficace. Un fonds souverain intersahélien pourrait aussi être mis en place pour financer les projets d'infrastructure en utilisant les revenus locaux et les contributions des citoyens. Et pour garantir la stabilité à long terme, il sera crucial d'investir dans l'éducation et la formation des jeunes. La formation d'une nouvelle génération de leaders et d'experts locaux contribuera à maintenir l'indépendance du Sahel et à pérenniser le modèle de développement durable prôné par Ibrahim Traoré. L'histoire du Sahel et de la mer, symbolisée par l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'Alliance des États du Sahel, n'est pas simplement un récit géopolitique, c'est un symbole de la dignité retrouvée de tout un continent. Pour Ibrahim Traoré, cet acte de rupture avec la CEDEAO et l'ouverture vers l'Atlantique ne représente pas seulement une victoire diplomatique, mais le début d'une nouvelle ère pour les nations sahéliennes, où chaque kilomètre de route pavée et chaque port réhabilité est une victoire sur la dépendance. Ce tournant historique va bien au-delà des simples frontières politiques et économiques. Il touche au cœur même de l'identité de la région, à son désir d'autonomie et de respect. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, les jeunes s'inspirent de ce modèle. Ils rêvent d'un avenir où la souveraineté est construite de leurs propres mains, où l'indépendance ne se négocie pas, mais se forge à travers le travail collectif. Pour ces générations montantes, l'avenir semble à portée de main. Ibrahim Traoré a réussi à faire passer un message fondamental. Nous avons cessé d'attendre, nous construisons. Cette transformation, d'abord symbolique, se matérialise désormais dans la vie de tous les jours. Les citoyens sahéliens ne demandent plus la permission d'espérer. Ils œuvrent ensemble pour bâtir un avenir libre et prospère, celui qu'ils ont eux-mêmes forgé. Le Sahel est à un carrefour décisif. L'alliance qui se forme entre les nations de la région est un appel à l'action, un modèle d'autosuffisance et de coopération qui pourrait transformer non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique. Mais cette transformation ne peut se réaliser sans la participation active de chacun d'entre nous. Les jeunes sahéliens, les entrepreneurs locaux, les travailleurs et les citoyens doivent s'engager pleinement dans cette démarche. Chaque investissement, chaque projet d'infrastructure, chaque entreprise qui se développe est une brique de plus dans la construction de ce Sahel autonome et prospère. Ibrahim Traoré a montré la voie, mais le chemin reste à parcourir. Pour que ce projet devienne une réalité durable, il faut une coopération continue et une mobilisation collective. Et vous, où vous situez-vous dans cette grande aventure de transformation ? En tant qu'individus, comment pouvons-nous contribuer à l'émergence de ce Sahel nouveau ? Partageons nos idées, soutenons ces initiatives locales et faisons en sorte que chaque action, aussi petite soit-elle, participe à la construction de notre avenir commun. L'histoire du Sahel ne fait que commencer et chaque voix compte.